On pense que Marie-Catherine Lavaux est née en 1801 dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Sa mère était Marguerite d'Arcantrelle, une esclave affranchie, et son père était Charles Levaux, le fils illégitime de Charles Lavaux-Trédu, un arpenteur et homme politique qui est devenu maire de la Nouvelle-Orléans. Ses deux parents étaient des gens de couleur libre, mais les détails précis de leur vie restent inconnus en raison du peu de documents conservés. Certains affirment que le père de Marie était un homme d'affaires riche qui possédait une plantation, tandis que d'autres soutiennent qu'il était propriétaire d'une boutique. Pour mieux comprendre l'histoire de la vie de Marie Lavaux, il est important de se pencher sur ses ancêtres. En plus du mélange de cultures, de coutumes et de religions venues du monde entier qui ont influencé la Nouvelle-Orléans depuis sa fondation, la France a colonisé ce qui est devenu connu sous le nom de territoire de la Louisiane en 1682. Pendant cette période, de nombreux Français ont épousé des femmes autochtones, et beaucoup n'ont survécu que grâce à l'aide des Amérindiens. Plus de 30 ans plus tard, en 1718, Jean-Baptiste Lemonnier a fondé la ville de la Nouvelle-Orléans, également connue sous le nom de la ville Croissant. En 1722, la Nouvelle-Orléans est devenue la capitale de la Louisiane française. Donc bien sûr, les Français voulaient décultiver les terres environnantes, agrandir la ville et rendre la colonie aussi rentable que possible. Pourtant, ils n'avaient ni les ressources nécessaires ni la main-d'œuvre pour le faire. Ainsi, des milliers de personnes d'Afrique de l'Ouest et centrale ont été arrachées à leurs terres et envoyées au port de la Nouvelle-Orléans pour y être vendues comme esclaves. C'est précisément ce qui est arrivé à l'arrière-grand-mère de Lavaux, en 1743. Arrachée à sa famille, elle a été réduite en esclavage dans une terre étrangère. À cette époque, un ensemble de lois connues sous le nom de Code noir qui avait été mis en place par les Français était devenu plus libéral. Cela était principalement dû au fait que la Louisiane française était devenue une partie du territoire espagnol. Après plusieurs années de guerre dans la région, la France a trouvé extrêmement coûteux de conserver la colonie. Ainsi, en 1762, le traité de Fontainebleau fut signé, par lequel la France céda la Louisiane à l'Espagne sous juridiction espagnole. Le traitement des personnes réduites en esclavage était légèrement meilleur. Ils pouvaient donc travailler pendant leur temps libre et économiser pour acheter leur liberté. Le dimanche, ils pouvaient aller sur la place danser sur des rythmes africains. De plus, des liaisons similaires au mariage entre des hommes blancs et des femmes de couleur libre étaient désormais autorisées. La grand-mère de Marie Lavaux, Catherine, est née en esclavage quelques années auparavant. Elle a fini par être achetée par une femme de couleur libre et un entrepreneur prospère nommé François Pomé. Grâce à son acharnement, elle a acheté sa liberté et, à 42 ans, s'est bâtie une jolie maison à la Nouvelle-Orléans. Le Vieux Carré, le plus ancien quartier de la ville. Le cottage, situé sur la rue Sainte-Anne, deviendra plus tard célèbre pour avoir été la demeure de Marie Lavaux, la célèbre reine vaudou de la ville. La mère de Marie est également née esclave, mais comme elle travaillait assidûment pour ses propriétaires, elle a été affranchie à seulement 18 ans. En octobre 1800, la domination espagnole à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane prendrait fin avec le troisième traité de San Ildefonso. Dans ce traité, l'Empire espagnol rétrocéderait la Louisiane à la France en échange du duché de Parme. Cependant, Napoléon Bonaparte choisit vite de ne pas garder ce vaste territoire. Une révolution à Haïti et une rupture des relations avec le Royaume-Uni l'ont conduit à vendre la Louisiane aux États-Unis, nouvellement fondée pour 15 millions de dollars en 1803. En avril 1812, la Louisiane devint officiellement le 18e État des États-Unis d'Amérique. Cependant, avant cela, elle était très différente des autres États. La forte influence de différentes cultures faisait que le français était la principale langue parlée. Les documents officiels étaient en espagnol et la religion le catholicisme. De plus, de nombreux blancs du Sud étaient opposés à l'idée que des personnes de couleur puissent posséder des esclaves et avoir des entreprises, et que les esclaves aient des possibilités de gagner leur liberté.
Marie Laveau illustrait parfaitement la diversité culturelle de la Nouvelle-Orléans. Elle était une femme de couleur libre, d'origine africaine, amérindienne et française. Les détails sur sa jeunesse sont rares, mais on sait qu'en grandissant, elle allait presque tous les jours à la messe. Marie a probablement été élevée chez sa grand-mère, où elle a appris à devenir coiffeuse. À la Nouvelle-Orléans, le catholicisme romain se mêlait au vaudou. Par exemple, les pratiquants croyaient en Dieu, mais communiquaient aussi avec les esprits ancestraux. Les rituels vaudous intriguèrent en Marie. Beaucoup de ces pratiques lui avaient en fait été transmises par sa mère et sa grand-mère. Le 4 août 1819, Marie Laveau épousa Jacques Paris à la cathédrale Saint-Louis. Les détails concernant leur relation sont rares, mais on sait que Jacques était un homme de couleur libre qui travaillait comme charpentier. Il s'était réfugié à la Nouvelle-Orléans, tout comme des milliers d'autres pendant la Révolution haïtienne. La relation de Marie avec Jacques a dû commencer quelques années avant leur mariage, puisqu'ils ont eu une fille nommée Félicité en 1817 et Marie-Angie en 1820. Les registres de baptême de la cathédrale Saint-Louis le prouvent. Cependant, dans les années 1820, toutes les traces des filles de Marie ont disparu. Il est possible qu'elles soient mortes. D'autres, cependant, pensent qu'elles n'ont en réalité jamais eu d'enfant. On pense que Jacques Paris est décédé en 1820, mais il n'existe aucun document officiel concernant sa mort, seulement une déclaration sur l'acte de baptême de sa fille. Cette disparition soudaine est l'un des nombreux mystères qui entourent la vie de Marie. Ce que l'on sait cependant, c'est qu'à cette époque, elle a commencé à se faire appeler la veuve. À Paris, Marie tomba de nouveau amoureuse en 1826 d'un noble d'origine française appelé Louis-Christophe Dumansnil de Gapillon. C'était un riche gentleman blanc d'une famille éminente de la Nouvelle-Orléans. À l'époque, les couples interraciaux n'avaient pas le droit de se marier. Néanmoins, leur relation dura jusqu'à la mort de Glapillon. Il est rapporté que le couple a eu 15 enfants, mais les registres montrent que Marie Laveau n'en a mis au monde que 7. Malheureusement, 3 sont morts jeunes. On pense que sa plus jeune fille est devenue la célèbre Marie II, mais nous ne pouvons pas en être certains. La vie de Marie, reine du vaudou à la Nouvelle-Orléans, est entourée de rumeurs et de spéculations. Personne ne sait comment elle est devenue la reine du vaudou, bien que certains pensent qu'elle ait été formée par Saïnit Dev et Marie Salop, ou peut-être même par le célèbre Dr John. Cependant, il est fort probable que ce soit grâce aux enseignements de sa mère et de sa grand-mère qu'elle a accédé à cette position. On ne sait pas non plus exactement quand elle a acquis une telle notoriété, bien qu'il soit probable que ce soit à un moment donné dans les années 840. Un article de journal de 1869 mentionne que Marie Laveau régnait comme reine du vaudou depuis un quart de siècle. La vie des gens de couleur libre était précaire à la Nouvelle-Orléans car ils étaient à la limite de la pauvreté et de l'esclavage. Pourtant, Marie soutenait ses concitoyens et avait une grande influence en ville. Cela était en grande partie dû à sa profession de coiffeuse, mais aussi parce qu'elle essayait de tout savoir sur les habitants de la Nouvelle-Orléans. Marie coiffait certaines des femmes les plus puissantes de la ville et elle utilisait cela à son avantage. Elle prêtait toujours une grande attention aux secrets, aux plaintes et aux commérages de ses clientes blanches de l'élite. Tout cela l'aidait à obtenir des informations utiles, ce qui faisait croire à beaucoup qu'elle possédait des pouvoirs de divination. Sa réputation était telle que la police avait trop peur de l'affronter. On pense que Marie organisait fréquemment des rituels vaudous chez elle, dans son cottage de la rue Sainte-Anne, et qu'elle dansait aussi sur la place Congo. Et elle dirigeait des cérémonies vaudous sur les rives du lac Pontryarchin lors de la veille de la Saint-Jean. On disait qu'elle arpentait les rues comme si elles lui appartenaient et qu'elle dansait comme si elle était la maîtresse du monde des esprits. Marie était même connue pour danser avec son serpent, le grand zombie, qui était le principal esprit serpent vénéré parmi les adeptes du vaudou à la Nouvelle-Orléans. Cela symbolise son pouvoir au sein de la communauté vaudou. La légende raconte que ses pouvoirs la rendiront redoutée à cause des histoires sur ce qui arrivait à quiconque l'offensait.
Bien que la ville ait eu d'autres reines vaudou, c'est son influence qui lui a permis de régner sur toutes les autres en tant que reine des vaudous. Marie possédait une large gamme de pouvoirs, allant de la pratique des sorts à la réalisation d'exorcismes. Ces pratiques lui procuraient même un bon revenu grâce à la vente d'amulettes, appelées Grigoris. Celles-ci sont originaires d'Afrique, et on pense qu'elles portent chance ou protègent celui qui les porte du mal. On suppose que la reine des vaudous offrait des sacrifices aux esprits et agissait même comme oracle. Ces potions étranges, ces rituels complexes et la disparition soudaine de son partenaire ont amené beaucoup à penser qu'elle conspirait avec le diable. Un écrivain local du début du XXe siècle, John Kendall, a écrit « Après la tombée de la nuit, il se pouvait que vous voyiez des calèches s'arrêter devant la porte de Marie et des dames voilées, vêtues élégamment, descendre et se précipiter à l'intérieur pour acheter ce que la vieille sorcière avait à vendre. Fraudeuse errante sans doute, mais l'argent affluait vers elle jusqu'à la fin de sa vie maléfique. » Bien sûr, M. Kendall faisait partie de ceux qui pensaient en tort que le vaudou était lié aux arts sombres. Pourtant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. La valeur fondamentale du vaudou de la Nouvelle-Orléans est la protection et la guérison. La maison de Marie était un lieu sûr pour tous ses habitants et visiteurs. Elle était remplie d'images de saints, et on savait qu'elle assistait presque tous les jours à la messe catholique. Sans aucun doute, Marie avait un fort désir d'aider sa communauté en apportant de l'aide aux habitants. Lorsque des femmes libres de couleur étaient accusées, Marie payait souvent leur caution, leur accordant la liberté jusqu'à preuve de leur culpabilité. Elle réconfortait les prisonniers avec nourriture, prières et conseils pour leur rédemption. Marie était également connue pour avoir financé l'éducation de nombreux orphelins et être venue en aide à de nombreuses femmes amérindiennes. Sa grande bonté la faisait considérer comme une sainte vivante. En 1855, son compagnon de toujours, Christophe Glapillon, est décédé. Malheureusement, il a laissé de nombreuses dettes à Marie. Cela, combiné à sa nature philanthropique, l'a mise dans une situation financière très difficile. Malgré cela, son dévouement envers les habitants de la Nouvelle-Orléans a continué. La mauvaise hygiène, accompagnée du climat subtropical de la ville et des inondations fréquentes, a entraîné la propagation de nombreuses maladies et des épidémies de fièvre jaune. Hélas, la médecine de l'époque n'a pas aidé et a même empiré la situation. Les traitements comprenaient tantôt la saignée, les émétisants et les laxatifs. En revanche, les remèdes naturels fournis par les infirmières afro-créoles comme Marie étaient bien plus utiles. Ces femmes travaillaient avec les prêtres de la paroisse et donnaient aux patients des tisanes nutritives ainsi que des bains rafraîchissants. Malheureusement, la guerre de sécession approchait et la situation s'est beaucoup aggravée pour Marie et les autres praticiens du vaudou. Les tensions raciales ont conduit à de nouvelles lois à la Nouvelle-Orléans, comme l'interdiction des cérémonies vaudou. Après la guerre de sécession et la proclamation d'émancipation, les suprémacistes blancs ont commencé à dénigrer le vaudou et à l'associer au mal. Malheureusement, certains se moquaient de leurs danses et rituels en les qualifiant d'orgies, tandis que d'autres affirmaient que ces pratiques prouvaient que les Africains étaient ignorants. Au fil des années, Marie vieillit et s'affaiblit, devenant peu à peu plus pauvre. Hors ses naissances, elle est décédée plus tard dans son cottage le 15 juin 1881. Un grand groupe de personnes diverses a assisté à ses funérailles, y compris des membres de l'élite blanche. De plus, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour rendre hommage à la femme qui avait aidé tant de gens. Elle a ensuite été inhumée au cimetière Saint-Louis numéro 1. Le célèbre écrivain Lafayette Iran l'a qualifiée comme l'une des femmes les plus gentilles qui ait jamais vécu. Les journalistes de l'époque la décrivent ensemble comme une figure sainte qui soignait les malades et priait sans cesse auprès des défunts et des condamnés. La vie et la légende de Marie Laveau perdurent encore aujourd'hui. Chaque année, des milliers visitent sa tombe à la Nouvelle-Orléans. Certains récits voudraient bien nous faire croire que son fantôme hante encore la ville, mais cela est faux. L'essentiel de son histoire demeure mystérieux. La vérité, c'est que nous ne saurons jamais vraiment à quel point elle était une véritable reine vaudou. Mais sa vie a inspiré de nombreux livres, chansons, émissions de télévision et films. Cependant, la majorité d'entre eux mettent l'accent sur ses pouvoirs de reine vaudou et les exagèrent. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté.
Je voudrais remercier Forgotten Lives de m'avoir invité à l'épisode d'aujourd'hui. Il sera de retour la semaine prochaine pour vous divertir à nouveau. Merci à tous, prenez soin de vous.